Caradisiaque en direct du salon Rétromobile 2024 et c'est le moment tant attendu des coups de cœur de Serge Bellu. Et on commence, mon cher Serge, avec cette rarissime Pegaso. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette marque, Serge? C'est une marque espagnole, une marque qui est née en 1950 à l'initiative d'un ingénieur qui s'appelait Vilfredo Ricard, qui était l'ennemi intime d'Enzo Ferrari. En fait, pour faire très court, avant la guerre, il est arrivé, il a pris la place de Ferrari, qui était alors le directeur sportif d'Alfa Romeo. Ferrari ne lui a jamais pardonné et ils se sont engueulés pendant toute leur vie. Et après la guerre, il a juré, Vilfredo Ricard, de créer une marque qui serait la rivale de Ferrari. Et l'un des premiers prototypes, c'est cette voiture merveilleuse qui est ici. Une voiture rarissime. Rarissime, qui n'est pas vraiment belle, qui est brutale, qui a vraiment une gueule fantastique. Ouais, en effet. En plus, la couleur est superbe. Donc, c'est donc une Pegaso Z102 Berlinette Barcelona de 1952. Donc, l'un des premiers coups de cœur de Serge Bellu en direct de Rétromobile. Et vous allez voir, il y a pas mal de raretés cette année, comme d'habitude, cela dit. Et on va continuer ce petit tour d'horizon. Allez, c'est parti, Serge. Parmi les coups de cœur de Serge Bellu, eh bien j'aurais dû peut-être même vous parler de cette Ferrari 250 GTO 1963. Elles sont rarissimes les 250 GTO et pourtant il y en a même deux cette année à Rétromobile. Mais Serge, il a plutôt envie de nous parler de cette tout aussi rare 375 MM. Oui, effectivement. D'ailleurs, des 375 MM, ce qui veut dire 1000 miglia, extrêmement rares aussi, mais il y en a deux sur le salon Rétromobile. Donc c'est un modèle important dans la vie de Ferrari, puisque c'est la première Ferrari de compétition qui était faite par Pininfarina. C'était l'arme absolue de Ferrari en 1954. Elle a disputé toutes les courses du championnat du monde et elle a notamment remporté les 24 heures du Mans, pas celle-ci. Celle-ci a été reconditionnée dans sa configuration des 1000 milles. Elle est incroyable, elle a l'air de sortir des ateliers. Même. Je pense que même elle est en meilleur état que quand elle était neuve. Incontestablement, parce que les Ferrari étaient quand même plutôt mal finies, mal peintes. Ce qui comptait, c'était d'avoir une mécanique extraordinaire, peu importe l'aspect extérieur. Donc, effectivement, là, les restaurateurs s'en donnent à cœur joie pour faire des lacs absolument parfaits. On est devant un véritable chef-d'œuvre automobile, on peut le dire. Serge Bellu s'est apprécié autre chose que les Ferrari et on en a la preuve avec cette incroyable Lola, Serge. Oui, Lola, c'était un petit peu la marque malheureuse au début des voitures de la catégorie sport, groupe 4, au début des années 70, puisqu'elle rivalisait avec les Ford GT40, les Ferrari 512S et Porsche 917. Donc elle avait force à faire. Mais c'est une voiture qui a eu beaucoup de succès auprès des pilotes indépendants. Il y en a eu, celle-ci a été vendue à David Piper, qui était un gros client de voitures de compétition. Et c'est une voiture que je trouve absolument magnifique. Pour la petite histoire, elle a été dessinée par un certain Jim Clark, qui n'a rien à voir avec le pilote. Un homonyme. L'un des plus beaux stands de ce salon Rétromobile 2024, c'est celui de chez Kidston, qui propose non pas une, mais deux voitures qui font l'objet des coups de cœur de Serge Bellu, à commencer par cette rarissime, c'est un mot que j'ai beaucoup employé jusqu'ici, mais que je vais continuer à employer, je suis désolé, Ferrari 250 GTO de couleur blanche. Oui, effectivement, ce qui est rare, c'est qu'elle soit blanche. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, cette voiture est sortie en 62, et parmi toutes les GTO qui ont été vendues au cours de l'année 62-63, elle n'était pas toute rouge comme on peut l'imaginer. Et là, la maison Kidston a eu le bon goût de la présenter dans une couleur qu'elle portait à l'origine, donc ce blanc qui finalement lui va pas mal du tout. Il lui va pas si mal. Alors cette voiture, elle n'a pas forcément une histoire en compétition ou quoi, mais malgré tout, elle a ce privilège d'être
rare, on l'a dit. La Ferrari 250 GTO, c'est une trentaine d'exemplaires à peu près produits. On considère que c'est un peu la Joconde de l'automobile, pour reprendre une image un peu galvaudée, mais qui a réellement sens. Et donc on est heureux parce qu'à Rétromobile cette année, il y a non pas une, mais deux 250 GTO d'ailleurs. Il y a effectivement les deux versions, celle-ci qui est le modèle 62, le modèle original, et il y a sur un autre stand la 64. Et effectivement, celle-ci a été vendue à une écurie anglaise, mais elle a été pilotée par des très très grands pilotes britanniques. Elle n'a pas un palmarès époustouflant parce qu'elle a fait elle a participé à énormément de courses locales, secondaires, sur les circuits anglais, à Stakerton, Hampton Park, etc. Voilà. C'est incroyable, on appuie sur le bouton avec Serge, il te ressort tout l'historique de telle ou telle voiture. C'est ça qui est merveilleux à Rétromobile. Et l'autre star de chez Kidston, c'est cette Aston Martin DB3S 1955. Splendidement dessinée, gracile, légère, aérienne et une très jolie couleur, Serge. Oui, effectivement, le dessin original est magnifique. La grande originalité de cette voiture, voilà, elle a la calandre traditionnelle. C'est elle qui a inauguré cette calandre qui existe toujours d'ailleurs sur les Aston Martin d'aujourd'hui. Mais en dehors de ça, il y a cette échancrure sur le passage de roue qui allège considérablement le profil. Enfin, c'est un dessin magnifique. Et alors là, qui est sublimé par la restauration. Je pense que la voiture n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. C'est clair. Parce que parmi les petits détails, parce que ces voitures, en fait, il faut les ausculter, il faut prendre le temps de les regarder comme les œuvres d'art qu'elles sont. Et notamment ce petit carrossage qui recouvre le rétroviseur extérieur, c'est absolument incroyable. Chasser le naturel, il revient au galop. Serge a un tropisme qui le pousse irrésistiblement vers les voitures italiennes, et notamment cette Dino 206 S 1967, Serge. Oui, effectivement, mais ce n'est pas une Ferrari, c'est la première voiture faite à Maranello qui ne porte pas du tout la marque de Ferrari, il n'y a pas le moindre cheval cabré sur la carrosserie. C'est la première Dino, donc la marque est apparue en 1966, celle-ci est sortie l'année d'après, et c'est une petite merveille. En fait, on retrouve avec quelques mois d'anticipation les lignes de la future 330 P3 et P4. C'est une grande gracilité, elle est magnifique. Et c'est une petite voiture très... Elle est minuscule. C'est un petit 2 litres, c'est vraiment un jouet. Ah oui, c'est un jouet, mais un jouet absolument extraordinaire, dingue. Là encore, il faut prendre le temps de les détailler, ces voitures, ces bossages, ces jeux de courbes, de volume, même le découpage supérieur des vitres, regardez, un peu de forme concave. C'est superbe, vraiment une merveille. Évidemment, on ne peut pas associer cette voiture à un carrossier ou à un styliste. C'était vraiment le talent du taulier qui, avec son marteau, formait dans l'aluminium des formes absolument extraordinaires. Et oui, sans ordinateur, sans recours à l'informatique à l'époque. Et sans nom, ce sont des anonymes, des génies anonymes. Ça continue sur probablement le plus beau stand de ce salon, c'est le stand de la maison Renault. Pourquoi est-ce le plus beau? Parce que c'est le plus varié, parce qu'il y a des véhicules extrêmement inattendus, à commencer par cet avion, ce Caudron Renault, ce Rafale, qui a inspiré donc un SUV des plus modernes qui est également exposé à ce salon. Mais on va plutôt s'intéresser aux voitures anciennes, mon cher Serge, avec notamment cette Nerva Sport des records. Elle est incroyable, cette voiture. Oui, en fait, le thème de ce stand, c'est un hommage à l'ingénieur Marcel Riffard, qui a été le directeur technique de Renault dans les années 30 et qui a donc dessiné cet avion pour Caudron, le Rafale, et qui a aussi travaillé sur un certain nombre d'automobiles. Quelques voitures de record, puisque il était formé à l'aérodynamique, ce qui était assez rare à l'époque. Il a donc dessiné un certain nombre de voitures de record pour Renault. Et ce que l'on ne voit pas ici, il a dessiné également une voiture de grande série, la Viva Grand Sport. Mais elle était elle était aérodynamique aussi. Elle est sortie en même temps que la traction. La traction avait elle avait 20 ans de retard à côté. Cette Viva Grand Sport était tellement avancée que Renault, au bout de 3 mois, a changé la carrosserie pour en faire une voiture beaucoup plus banale. Ah bon?
Ouais, Louis Renault était pas du tout un moderniste. Et donc il est revenu mais ce malheureux Marcel Riffard donc s'est vengé sur les voitures de compétition. Donc il a fait ces voitures de record dans les années 30 et il a travaillé pour différents constructeurs, notamment pour Renault, pour lesquels il a fait cette barquette. Cette barquette, c'est incroyable. De sport. Il a travaillé également pour Panhard. La maison Panhard. Et il a travaillé sur l'étoile filante, qui était une voiture motorisée par une turbine qui a battu un certain nombre de records en 1956. Alors là, on voit vraiment avec ce modèle, en particulier l'étoile filante, les parallèles entre l'aviation et l'automobile, là, pour le coup. L'étoile filante de 1956, moteur turbine turboméca, 270 chevaux, 950 kg. Et elle a dépassé, cette voiture, les 300 km/h. Et maintenant, donc, cette dauphine des records issue des collections Renault avec cet arceau incroyable. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette voiture? 70 chevaux, 650 kg. Mais, eh bien, donc, en 2016, et oui, c'est ça, elle avait établi un record de vitesse sur le lac Salé de Bonneville. Elle est assez incroyable, cette voiture. Je trouve que la dauphine, elle a un style intemporel, presque. Hein, Serge? Elle était absolument charmante. Hein. C'était le développement de la 4 chevaux avec la même physionomie très, très sympathique. Elle est très très belle. Et cette 40 chevaux des records, alors là, elle est impressionnante, cette voiture. On dirait... Elle est vraiment aérodynamique, tu penses? Oui, forcément. Elle est forcément aérodynamique parce qu'il y a une surface frontale assez limitée, mais... Et pour le coup, on voit bien le parallèle avec l'avion, avec le cockpit donc monoplace, etc. Et celle-là, pour le coup, il lui manque que les ailes. Hein. Et là, donc, chez Renault, qu'est-ce qu'on a? On a l'avenir, la R5 électrique, qui sera présentée au mois d'avril, au mois de mars au Salon de Genève. La R5, ça t'inspire quoi? Ce revival, finalement, cette mode du néo-rétro qui gagne l'électrique. Ce qu'on en a vu est plutôt sympathique, hein, puisque la voiture véritable était exposée l'an dernier. Là, ce sont des maquettes de volume. Et oui, je pense qu'elle est promise à un très bel avenir. Ouais, très très bel avenir. Bon, Serge, ce stand Renault, donc, quand même pas mal de choses à voir. Hein. Absolument. Non, cet hommage à Riffard est vraiment très intéressant. Mérite vraiment le détour. Ouais. Chez les constructeurs automobiles, pour Rétromobile, il y a deux politiques possibles. La première, c'est celle de Renault, qui met les grands moyens, qui présente un superbe stand qui mérite vraiment le détour. Et puis il y a la maison Stellantis, Peugeot, Citroën, DS, qui d'habitude a un stand réel, un vrai stand dans le hall 1, bien en valeur. Et bien là, cette année, personne. Carlos Tavares a coupé les crédits. Donc les seuls stands Peugeot, le seul moyen de découvrir des Peugeot, des Citroën à Rétromobile, ce sont les stands des clubs. Alors c'est sympa, on est content qu'ils soient là, il y a quelques belles voitures, une belle 205 GTI. Enfin c'est un peu morne pleine, Serge. Oui, c'est pathétique quand on imagine l'histoire de Peugeot, une marque quand même née à la fin du 19e siècle, et quand on voit ce qu'elle a exposé, on a vraiment envie de pleurer. Quoi. Ah oui. Effectivement, on ne va pas rêver avec une 205, pire avec une 404, c'est effrayant. Ouais, il faudrait mieux ne pas être là du tout. Oui, enfin après c'est les clubs qui viennent, effectivement, les amicales, mais on peut pas leur empêcher d'être là, évidemment. Mais c'est dingue que Carlos Tavares dise « Ah non, on va pas faire des salons comme Rétromobile qui attirent pourtant près de 150 000 spectateurs. Alors, » C'est un moyen de faire vivre la marque également. Enfin bon, là il y a des choix industriels et stratégiques qui nous échappent, mais qui manifestement échappent à beaucoup de gens, parce que ça râle beaucoup dans les salons, dans les allées de Rétromobile. Chez Citroën, regardez, donc l'aventure Citroën est là également. Bon, voilà, une CX Béjas, voilà, une traction. Bon, une très belle traction parce que c'est la première série. Mais bon. Là aussi, pour évoquer une histoire aussi riche, c'est vraiment minimaliste. Ouais, voilà. Donc voilà, une grosse déception de Rétromobile cette année, c'est l'absence des marques Peugeot, Citroën. Il ne tient qu'à vous, mon cher Carlos Tavares, de corriger le tir pour 2025. L'un des rendez-vous incontournables au salon Rétromobile, c'est bien sûr le stand de la maison de vente aux enchères Arcurial. Arcurial qui nous a par le passé proposé des ventes absolument dingues avec des prix absolument astronomiques.
Bon, cette année, Serge, on peut se dire les choses, c'est un peu moins spectaculaire que d'habitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vedette absolument hors du commun, comme il y en a tous les ans, mais il y a quand même une sélection de voitures de grand tourisme assez impressionnante. Voilà. Alors, par exemple, parmi les modèles qui t'ont titillé un peu, cette Lamborghini, il y a une belle brochette de Lamborghini, le premier modèle de la marque, premier modèle commercialisé, qu'on a ici sous ces 3 déclinaisons, la 350 GT, la 400 GT et la très très rare 350 GTS, c'est-à-dire le Speeder, qui a été fait en très très peu d'exemplaires. Donc voilà, rien que pour ça déjà, ça mérite qu'on se déplace sur ce stand. En cette période où on parle beaucoup des agriculteurs, on peut aussi avoir un tracteur Lamborghini. Et oui, car au départ, on le rappelle, même si tout le monde le sait, Ferruccio Lamborghini fabriquait des tracteurs. Et toujours aujourd'hui. Et toujours aujourd'hui, évidemment. Ah, je vais récupérer mon petit catalogue de la vente, parce qu'on ne sait jamais si j'étais pris d'un coup de folie et que j'ai eu une envie d'enchérir. Alors tiens, pour les Porschistes, on signale cette 911 préparée par Singer. Singer, c'est ce préparateur américain qui nous fait des voitures absolument dingues, en fait, des 911 un peu anciennes, ou anciennifiées, avec un look un peu resto-mode. Là, c'est particulièrement réussi. Moi, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, Serge? On a cette Aston Martin. C'est quoi? C'est une Zagato, ça? Ça, c'est une série spéciale d'Aston Martin qui a été faite par Zagato. Il y a toujours une grande complicité entre le carrossier milanais et Aston Martin. C'est un des résultats. Je suis pas super fan. Elle est belle, mais bon. On reconnaît d'ailleurs les Zagato au double bossage du toit, entre autres. C'est très difficile de passer après les designers d'Aston Martin. C'est ça le problème. C'est bien ça. Tu as parfaitement résumé. Alors qu'est-ce qu'on a chez Arcurial? On a des Rolls, on a des Bentley, on a des Porsche, on a des américaines. Bon, c'est pas c'est un peu moins flamboyant que d'habitude, mais ça reste quand même assez incroyable ce stand. Alors il y a quelque chose, une tendance qui se confirme, c'est la présence de pas mal de supercars contemporaines. Oui. Il y a des voitures qui ont moins de 5 ans et qui sont de plus en plus, qui occupent de plus en plus le catalogue des maisons de vente aux enchères. Là, il y en a ici quelques-unes pour les amateurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cette Rolls, elle est incroyable quand même. Hein. Ça, c'est une Phantom 2 1930 expérimentale. Elle ne manque pas d'allure, cette voiture, tout de même. Voilà. Pas mal de Rolls cette année. Qu'est-ce que je vois là-bas? Je vois une Ford GT. Qu'est-ce que c'est que ça? Une Lancia Delta intégrale. Ça, c'est une voiture dont la cote ne cesse de grimper. Sacré engin, sacrément spectaculaire. Cette Ford GT. Et cette McLaren, si je ne m'abuse. C'est bien une McLaren, ça. Voilà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Des supercars tout à fait contemporaines, comme cette Ford GT, comme cette McLaren. C'est diverses versions des McLaren récentes. Et même une DS3 un petit peu particulière, parce que c'est un modèle qui a couru en WRC aux mains de Mikko Hirvonen. Voilà pour ce petit tour d'horizon du stand Arcurial à Rétromobile, qui reste malgré tout un rendez-vous incontournable lors de ce salon. Parmi les constructeurs qui ont fait le déplacement, il y a la maison Skoda. Skoda qui se rappelle qu'elle a été une marque de luxe et qu'elle a notamment fabriqué des voitures badgées Hispano-Suiza. Par quelle magie est-ce possible, Serge? Eh ben, quand Skoda est né, puisque avant la guerre de 14-18, Skoda s'appelait Lorrain et Clément, et quand la Tchécoslovaquie a été formée après la Grande Guerre, Skoda a conclu un accord avec le constructeur franco-espagnol Hispano-Suiza pour fabriquer sous licence des petites séries de ces voitures de prestige. D'accord, donc en fait Skoda, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne sait pas assez, c'est que ça a été une très grande marque automobile. Une marque de prestige réel. Ça a été une très grande marque jusqu'à la période d'après-guerre où évidemment le régime lui a interdit de se développer dans le haut de gamme. Mais pendant très longtemps, c'était une marque très créative. Très créative. On avait fait un road trip, nous, Caradisiac, il y a quelques années, sur les terres de Skoda. On avait visité le musée et on avait vu à quel point cette marque a un passé
incroyables, incroyablement riches. C'était des voitures extrêmement modernes et très belles également. Et d'ailleurs, Skoda, les clients ne s'y trompent pas puisque les ventes de la marque sont au beau fixe. Et même la nouvelle Superbe, elle vaut presque maintenant plus cher que la Volkswagen Passat avec laquelle elle partage l'essentiel de sa définition technique. Donc vraiment, c'est une marque qui a le vent en poupe et ça se voit à ce salon Rétromobile 2024. Nous nous trouvons maintenant avec l'ami Serge Bellu sur le stand Volkswagen et la marque fête cette année les 50 ans de la Golf. On trouve donc un modèle de chacune des 8 générations exposé sur le stand avec, pour commencer, la première Golf, la Golf 1, lancée en 1974. Serge, est-ce que tu as des souvenirs liés à la Golf? On a tous des souvenirs liés à cette voiture, quelle que soit la génération. Non, moi j'ai aucun souvenir personnel avec la Golf. Alors donc moi je vais vous parler de 2 souvenirs. La Golf 2, j'ai eu une GTI qui était un nid en nuit. Je l'avais acheté 650 € à l'époque, donc forcément je l'avais un peu cherché. Mais n'empêche que je me suis bien amusé à son volant. Et la mienne, donc, elle avait, contrairement à celle-ci, elle avait une balle de golf en guise de levier de vitesse, en guise de pommeau de levier de vitesse. Et j'ai finalement détesté cette voiture autant que je l'ai aimée. J'ai une autre Golf, une Golf 3 TDI 110 chevaux. À l'époque, c'était la grande mode des TDI. Et j'avais quelques bons souvenirs, j'ai pas mal roulé avec. Et voilà, et donc là, il y a un très très bel exemplaire exposé sur le stand Volkswagen. Et troisième souvenir de Golf, c'est la Golf 4, la mieux dessinée à mon sens des 8 générations. Et on avait comme voiture de service pour le média avec lequel je collaborais à l'époque, une TDI 130 de couleur rouge et une voiture, croyez-moi, qui avait un caractère et des performances assez incroyables compte tenu de la puissance annoncée. Voilà donc pour mes souvenirs de Golf. Allez, on va continuer notre tour d'horizon du stand Volkswagen. Donc j'ai compris, je n'en parle plus à l'ami Serge. Qu'est-ce qu'on a sur ce stand Volkswagen? On a la Golf 8 restylée également, qui est exposée en première française. Voilà. Donc une version GTE électrifiée évidemment. C'est à la mode. En termes d'électrification, il y a aussi, il y a le Volkswagen ID Buzz qu'on a déjà essayé à maintes reprises chez Caradisiac. On se souvient d'un voyage épique avec l'ami Stéphane Schlesinger sur les routes vendéennes, notamment au printemps dernier, c'était super. Et il y a également à découvrir le Combi T3 dans une version très particulière, le T2, excusez-moi, puisque le T2, c'est une version brésilienne, donc venez voir ça. Il est magnifique ce véhicule, parce que là pour le coup il a l'air de sortir des chaînes Volkswagen, il est presque moderne. Je dis bien presque, évidemment. Et regardez, donc il se reconnaît, ce combi brésilien, à son nez de cochon. C'est-à-dire que c'est un moteur refroidi par eau, donc il y a le radiateur installé à l'avant. Oui, ce qui est très étrange, c'est qu'on parle beaucoup de la Golf, moteur transversal, carrosserie bicorps, mais le promoteur de cette carrosserie, c'est la British Motor Corporation. Et en face, on a le stand MG, et MG aurait pu exposer une MG 1100 qui faisait partie de cette famille de modèles avec l'Austin et la Morris. Et bizarrement, elle n'est pas là. Ça, c'est un vrai jalon historique. Et la Golf a suivi un peu plus tard. D'accord. Forcément, Volkswagen ramait avec sa coccinelle. Ils se sont dépêchés de faire une voiture moderne. Et tout le mérite revient surtout à Giorgetto Giugiaro, qui avait imaginé un design extraordinaire pour la Golf. D'accord, donc finalement, il avait quand même des choses à nous dire sur la Golf, Serge. Et il y en a un autre, tiens, regardez qui est là. C'est Michel Holz. Michel Holz, on parlait du combi Volkswagen. Serge n'est pas allé à Katmandou en combi Volkswagen. Est-ce que toi, tu as un souvenir avec un véhicule de ce type? J'ai eu un T1 et j'ai eu un T2. J'en étais sûr. Surtout mon T2, avec quelque chose d'assez original, on était loin de Pink Floyd, on était déjà au début des années 80, mais j'avais peint tout autour sur la carrosserie l'encéphalogramme du disque de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, et à l'intérieur j'avais des rideaux comme il se doit, et c'était des kéfiers palestiniens. Voilà mon souvenir de T2 du coup. Michel Holz dans ses œuvres. Mais en fait, je vais faire le salon rétromobile avec toi parce que tout à l'heure, je me suis fait engueuler par Serge parce qu'il n'avait rien à dire sur la Golf. Et voilà. Ah, t'as aussi des trucs sur la Golf. Quand même, il suffit de regarder toutes les Golf. Le génie de Volkswagen sur la Golf, c'est cette non-évolution, justement.
Parce que comment garder des clients pendant 40 ans? Il suffit d'évoluer très très légèrement et on fidélise comme personne. C'est pour ça que la Golf a quand même été pendant des années et des dizaines d'années une des voitures les plus vendues d'Europe, à cause de ce style très peu différent entre une 3, une 4, une 5 jusqu'à la 6. Après c'est parti un petit peu en cacahuète. Mais quand même, il y a eu ce respect du style de départ qui est dans la même maison qui est celui de la 911 quelque part. La 911, c'est un peu la Golf du riche. Ah, et Serge, alors, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ce que dit Michel est totalement juste. Il est dégoûté, ce pauvre Serge. Bon, voilà, c'est ça, Rétromobile. On croise les copains au hasard, on leur pose des questions. Et forcément, il y a des souvenirs qui remontent à la surface. Et on est content de les partager avec vous. MG qui tient une place importante cette année. Parce que, eh bien, en premier lieu, c'est cette voiture qui fait l'objet de l'affiche, qui illustre l'affiche de l'édition 2024 de Rétromobile. Un modèle de record, un modèle qui tient presque autant de l'automobile que de l'avion, un avion sur route. Et surtout, Serge, eh bien, c'est donc les 100 ans de la marque britannique, qui n'est plus vraiment britannique aujourd'hui, certes, mais en tout cas, qui a écrit de très belles pages de l'automobile outre-Manche. Oui, absolument. C'est une marque qui est associée à vraiment la démocratisation du plaisir automobile. MG a, pratiquement dès sa formation à la fin des années 20, a proposé des voitures, des petites voitures sportives, très bon marché. À l'image de celle-ci, par exemple. Alors, là, on a des exemples, la première de la lignée là-bas. Ouais. Là, sur les versions compétition, c'est différent. Mais les midgets et toute la déclination des midgets a vraiment donné l'identité de la marque. Parce que c'est une voiture qui a duré qui a été créée en 1929, qui a vécu avec des remaniements, mais qui, grosso modo, a vécu jusqu'en 1956. Et là, MG est passé à des formes beaucoup plus modernes, avec la MGA, que tout le monde connaît. Puis la MGB. MGB GT, il y a une version coupée en deux là, qui rappellera quelque chose aux amateurs de Gaston Lagaffe. Première planche de l'album Des gaffes et des dégâts pour les amateurs, je le rappelle. C'est Gaston qui achète une MG dans un salon et il se rend compte uniquement après l'avoir acheté qu'en fait la voiture a été coupée en deux. Donc la très bonne affaire, eh bien, n'en est pas vraiment une. Alors sur le stand MG, on voit aussi une voiture de rallye, la MG, c'est la Metro 6 R4, c'est ça? Oui, un véhicule qui devait courir en groupe B, qui a jamais vraiment fonctionné, mais qui a une gueule incroyable. Oui, ça c'est pas la face la plus réussie d'MG, mais beaucoup de constructeurs se sont jetés sur le groupe B après 1982, en partant sur les voitures. Bon, il y a des aberrations comme la BX4 TC chez Citroën. Et il y a eu ça chez MG. Il y a eu aussi des grandes réussites comme la Peugeot 205 Turbo 16. Ouais. Et la MG fait partie des fours. En tout cas, elle a une gueule marrante et c'est quand même quelque chose de l'avoir ici. C'est une voiture spectaculaire. Absolument. Alors, MG aujourd'hui, donc MG qui signifie Maurice Garage, hein, si je ne m'abuse. Oui, parce que c'était un concessionnaire Maurice qui a lancé la marque donc au milieu des années 20. D'accord, ok. Alors là maintenant, donc MG, là on rentre dans le territoire des MG modernes. Alors ça, Serge, je sais que ça t'excite un petit peu moins. Mais enfin, il y a une voiture qui est assez spectaculaire, c'est le Cyberster, un roadster biplace surpuissant, motorisation électrique aidant. Une voiture qui va être lancée très prochainement sur le marché européen et donc qui n'est pas vraiment l'héritière des roadsters MG qu'on évoquait tout à l'heure, mais enfin qui a le mérite d'exister, d'être spectaculaire. Oui, absolument. Et bon, sachant que pour l'instant, MG est surtout connu, notamment en France, connaît un grand succès grâce au SUV. Et ils attaquent un marché totalement différent, bon, forcément très, très marginal, mais avec un produit qui est sympathique. Il faut savoir que bon, il est resté l'âme d'MG est restée un petit peu en Angleterre grâce à son studio de design, dont une partie se trouve en Grande-Bretagne. D'accord. Bon, et bien voici pour ce petit tour d'horizon du stand MG.
MG, donc, c'est une marque qui par ailleurs commercialement marche très bien grâce à ses petites voitures électriques affichées à des prix très intéressants. On vous en parle régulièrement sur Caradisiac et donc MG qui est aussi un acteur important présent à Rétromobile 2024. Rétromobile cette année met à l'honneur l'autodrome de l'INA Montlhéry dans l'Essonne. Donc vous savez, c'est ce fameux anneau de vitesse, mais évidemment vous en connaissez tous les secrets. Alors Serge, ces voitures, c'est un stand assez qui n'est pas forcément le plus spectaculaire de Rétromobile, mais c'est quelques voitures qui nous rappellent des événements sportifs glorieux du passé. Oui, mais bon, malheureusement, ce ne sont pas les plus belles pages de Montlhéry, parce que Montlhéry a accueilli le Grand Prix de l'Automobile Club de France pendant plusieurs années. Donc on aurait aimé voir une Bugatti 35 qui a gagné là-bas. Pendant les années 20 et la moitié des années 30, le circuit a été beaucoup utilisé pour les records de vitesse de Renault, Panhard et surtout Voisin. Là aussi, bon, ces voitures n'existent plus, donc à part les fausses qui sont chez Renault. Donc, ou encore les 1000 km de Paris qui était une très belle course d'endurance. Qui a vu gagner en 62 les frères Rodriguez sur une 250 GTO. Bon, donc là, il reste vraiment les marges. D'accord. En tout cas, nous, on a tourné pour Caradisiac. Il y a eu une très belle parade lundi soir qui est partie de la place de la Concorde à Paris avec les voitures qui sont ici. Elles ont traversé Paris lundi soir et nous, Caradisiac, on était dans le convoi. On a tourné un reportage vidéo que je vous conseille de regarder parce qu'il y a de très belles images. On entend ces voitures vibrer, chanter et polluer. Et ce sont des images assez jouissives. Je vous conseille donc de vous connecter rapidement vers le reportage réalisé par mon confrère Stéphane Schlesinger avec Eddie Clio. Chaque année, les organisateurs de Rétromobile s'attachent à nous démontrer que le marché de la voiture de collection n'est pas réservé aux seuls milliardaires. Et donc chaque année, il y a une partie des halls qui est réservée à des ventes de voitures à moins de 25 000 euros. Alors on trouve pas mal de Fiat 500, on trouve pas mal de Mini évidemment, pas mal de voitures populaires, des Youngtimers, et eh bien on va vous en proposer un petit tour d'horizon avec notre ami Serge Bellu, en commençant par cette insolite Pontiac Fiero, Serge. Oui, effectivement, dans un océan de voitures assez ordinaires, il y a cette voiture qui est très très rare, et c'est une des rares acquisitions qui peut être vraiment intéressante dans ce périmètre. Parce que c'était une voiture très joliment dessinée. Ouais. Le design de Pontiac était vraiment au meilleur niveau à cette époque-là, dans les années 80. Et cette Pontiac est l'une des rares voitures de l'époque à avoir une architecture à moteur central. D'ailleurs, elle est totalement isolée. Elle n'a pas eu de suite. Elle n'a pas eu de succès. Donc, cette voiture, c'est vraiment une voiture sur laquelle il faut se jeter beaucoup plus sur des tas de voitures qui ont été qui faisaient déjà pleurer à l'époque de leur naissance et qui foutent un cafard monstre aujourd'hui. Bon, alors malgré tout, Serge, on va essayer de prendre sur soi. Je vais prendre sur moi, toi aussi. On va essayer de trouver quelques voitures à sauver. Par exemple, ce petit Speeder Alpha, bon, c'est un des derniers. Bah oui, avec voilà. Les gros pare-chocs, donc c'est pas les plus beaux, mais quand même, ça titille voilà, un peu l'imaginaire. La Duetto est née, c'était une très jolie voiture dessinée par Pininfarina. Et au fil des obligations de législation américaine, on est arrivé à ce résultat absolument monstrueux. Et bon, c'est dommage, c'est dommage. Oui, bah oui, c'est une si belle auto au lancement. Dustin Hoffman, le lauréat, notamment. Oui, mais il avait une vraie, lui. Il avait une vraie. Une vraie Duetto. Bon, alors il y a beaucoup de Mini. Alors regardez les Mini qui, il y a quelques années, s'est changé au prix de la tôle, au kilo. Maintenant, c'est 12 900 €, une British Open ou 13 500 pour celle-là. Bon, elle est jolie, hein, mais ça fait quand même, ça commence à faire cher. Il y a des grosses américaines quand même qui sont assez marrantes. Ça, c'est au moins ça, le mérite d'être original. Ouais. Alors il y a aussi, je vois une Triumph, c'est quoi? C'est une TR7, hein, si je ne m'abuse, une américaine d'ailleurs. Ça, Serge, est-ce que ça trouve grâce à tes yeux? C'est tellement baroque dans le style que c'est pas inintéressant du tout. Ouais, bon. Alors après, il y a le côté gros pare-choc, effectivement, qui est pas très heureux. Bon, celle-ci, elle a l'air d'avoir un peu vécu quand même. Mais il y a un moteur V8. Ah, et la Datsun de Fairlady, là. Bon, celle-ci est très très fatiguée pour le coup. Mais ça peut être un projet de vie, une vie entière à passer à restaurer ces voitures-là. Alors, Lancia Y10 Turbo et
Ça, c'est quand même une merveille de chez BM, ça, une E36, non Serge? Oui, c'était une très belle étape dans la lignée des séries 3. Et alors, on va vous partager une info, amis lecteurs, c'est que nous avons tous les deux eu une E36, moi une 320i, Serge une 325i, dont il se faisait régulièrement piller les sièges arrière en cuir dans son parking. Elle était très demandée, oui, sur le marché secondaire. En tout cas, une très belle auto. Alors celle-ci, tiens, juste par curiosité, donc est-ce qu'il y a un tarif annoncé, quelque chose? Alors, 42 000 km, état d'origine, boîte mécanique, état proche du neuf, donc j'imagine qu'elle est à un peu plus de 25 000 euros. En tout cas, c'est une très très belle auto. Moi, elle me plaît beaucoup, mais c'est très personnel. Et alors, on continue, on a des triomphes, notamment cette TR3 1962, un peu fatiguée, un peu dans son jus. Mais en même temps, je pense que même quand elles étaient neuves, elles étaient un peu fatiguées, ces voitures-là. Et alors, il y a le clou du spectacle, Serge. Alors là, comme il se sait enregistré, il restera sobre, je le sais, il restera soft dans son propos. Mais cette AX à 15 000 euros, Serge, qu'est-ce que ça t'inspire? Il fallait l'entendre tout à l'heure quand il n'était pas enregistré. Ben, c'est désolant. Ah, ça y est. Dire, Qui va acheter un truc pareil? la planète est encombrée d'objets de tout genre. À faire disparaître d'urgence ce genre de voiture. Surtout et non pas de la remettre sur la route. Mais à ce prix-là, je pense qu'elle aura du mal à sortir du garage. Ça va être compliqué. 14 900 euros pour une AX, fut-elle 9, 0 km. Il faut quand même avoir le moral. Bon, en tout cas, voilà ce rapide tour d'horizon des voitures à 25 000. Mais on a tous nos collègues, Cédric Pinatel, Alan Froley, Stéphane Schlesinger. Ils vont vous présenter des focus un peu plus précis sur tel ou tel modèle. Et vous verrez que malgré tout, il y a des véhicules intéressants à sauver.